la colonisation, décolonisation sur l'Algérie et sur la Tunisie. Donc Gilles Manseron, qui est vice-président de la Ligue des droits de l'homme et qui est auteur de nombreux ouvrages concernant le sujet de la colonisation. Je vais citer ceux qui sont ici présents simplement, parce que sinon la liste serait trop longue. Il y a Marianne et les colonies, et d'autre part, D'une rive à l'autre, la guerre d'Algérie, de la mémoire à l'histoire, et Paris arabe, un ouvrage collectif, etc. Donc c'est un spécialiste des droits de l'homme, évidemment, mais également des problèmes coloniaux et de la France face aux problèmes coloniaux, et donc à la fois dans l'histoire et dans la vision que l'on a aujourd'hui. Le deuxième orateur sera Denis Lefebvre. Alors, Denis Lefebvre est le directeur de l'Office universitaire de recherche socialiste, c'est bien ça, l'Ours, connu sous le nom de l'Ours. Et il est à la fois spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie et de l'histoire du socialisme. Donc il y a des ouvrages dans lesquels les deux thèmes peuvent se recouvrir. Par exemple, le livre sur Guy Mollet, c'est essentiellement l'histoire du socialisme, mais c'est aussi un petit peu l'histoire d'un franc-maçon, si on veut. Il y a eu des livres dans lesquels l'appartenance maçonnique a été beaucoup plus importante que celle de Guy Mollet, notamment ses travaux sur Marcel Sembat, les publications sur Marcel Sembat, ou sur André Lebet, entre autres, parce qu'il a également dirigé les chroniques d'histoire maçonnique dans lesquelles il a rédigé un certain nombre de papiers sur des francs-maçons socialistes, et il écrit également une histoire de la franc-maçonnerie et du socialisme, et il prépare une histoire de la franc-maçonnerie au 19e et au 20e siècle. Voilà, en quelques mots, c'est bien ça? Parfait, merci. Oh, c'est rare qu'on me dise parfait. J'apprécie encore davantage. Le troisième, donc, c'est Jackie Bénat, c'est le régional, en quelque sorte, de l'étape, comme on dit. Docteur ès lettres, ancien directeur d'une école d'ingénieurs à Toulouse, qui en est à son 5e ouvrage. Et là, celui qui nous intéresse, évidemment, je l'ai dans mes archives et il est là, c'est un livre sur les francs-maçons algériens sous le titre, j'ai un trou de mémoire, là je ne l'ai pas noté, Orient disparu. Orient disparu, c'est donc l'ouvrage essentiel qu'on ne peut plus maintenant ne pas connaître si on approche l'histoire, non pas de la franc-maçonnerie simplement, mais l'histoire de la colonisation en Algérie. Alors, je vais d'abord donner la parole à M. Manseron pour qu'il dresse un petit tableau général des questions de colonisation et décolonisation. Ensuite, je donnerai la parole à Jackie Bénat pour parler de la maçonnerie algérienne. Donc, c'est un cas où on va passer du général vers le spécifique. Un topo généraliste, puisqu'il va présenter en 20 minutes l'ensemble de la présence française en Algérie, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Et puis Denis Lefebvre embrayera sur la Tunisie. Merci. Donc moi j'ai travaillé sur le fait colonial dans l'histoire contemporaine de la France et dans l'histoire française en général. Il a commencé avant même la période qu'on dit contemporaine, ce fait colonial sous l'Ancien Régime, mais plus particulièrement sur la manière dont il se tisse avec l'histoire de la République. Et j'ai en particulier publié un petit bouquin sur ce que j'ai appelé le tournant colonial 1885, l'époque où il y a un débat très vif au Parlement pour savoir si la colonisation est finalement compatible avec les valeurs de la République, si c'est quelque chose à ranger aux accessoires de l'Ancien Régime, puisque la colonisation avait été portée par les monarchies ou par le Second Empire, ou s'il fallait endosser l'idée d'empire colonial au nom de la mission civilisatrice de la France et au nom d'une inégalité des races et d'une applicabilité différente des principes républicains et des droits de l'homme selon qu'on appartenait à l'Europe ou bien à tel ou tel autre continent. C'était ça, ce débat de 1885, où vous savez, Jules Ferry a ces formules fameuses et particulièrement choquantes aujourd'hui. Les droits de l'homme ne sont pas faits pour les nègres de l'Afrique équatoriale, répond-il à un orateur républicain comme lui,
mais qui lui disait les droits de l'homme sont les droits de l'homme, ils ont une valeur universelle, s'ils sont valables chez nous, ils sont valables ailleurs. Et Jules Ferry disait non. Et il a aussi cette formule, les races supérieures ont une mission vis-à-vis des races inférieures. Voilà. Ce à quoi Clémenceau lui a répondu, qu'est-ce que c'est que cette notion de race supérieure, inférieure? Je l'entends brandi en Europe même, au nom de la germanité supérieure à telle ou telle race latine. Et voilà. Donc le problème était vraiment posé de manière très, très contemporaine. Ce débat de 1885 me semble très, très intéressant et très contemporain, finalement, quand on le relit à l'aune de ce qui s'est passé après, avec la décolonisation. Alors, quelques éléments sur le fait colonial pour en venir à l'histoire de la franc-maçonnerie dans ce contexte. Je dirais qu'il faut vraiment se replacer dans le contexte de la colonisation. Ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, dans l'ouvrage de Jackie Bénat, Orient disparu, dont on parlera tout à l'heure, c'est qu'il insiste dans son avant-propos sur le fait que certaines réflexions et prises de position peuvent parfois surprendre, et il dit qu'il faut les juger à l'aune des mentalités de l'époque, les replacer dans le cadre économique et administratif de la colonisation qui pèse lourd sur les modes de pensée. Et je crois que c'est ce contexte colonial qu'il faut peut-être restituer, qu'il n'est pas inintéressant de restituer avant de se pencher sur ce qu'ont essayé de faire ces hommes généreux qu'étaient les francs-maçons, ces hommes qui voulaient appliquer les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, qui croyaient aux droits de l'homme, qui croyaient à l'éducation, qui croyaient à l'idée de développer un pays, et qui étaient sincères pour la plupart d'entre eux. Enfin, on peut toujours imaginer qu'il y a eu aussi des affrontements internes, comme souvent, mais voilà, il y avait quand même une ambition et un projet extrêmement généreux, mais ils se sont trouvés dans un contexte où flottait le drapeau français, je dirais, c'est-à-dire où la souveraineté française était proclamée sur ces territoires, sans que le système mis en place ne soit conforme à ce qui se passait dans la métropole. Ce rapport est extrêmement ambigu. Je voudrais citer, par exemple, deux passages qui sont précisément issus du livre que j'ai tiré du livre de Jackie Bénat, et qui reflètent bien les principes mis en œuvre dans les colonies, dans ce qu'ils avaient de contradictoire avec les valeurs de la République, et en même temps avec une sorte de ruse et de contournement de ces lois et de ces principes qui sont symptomatiques, dont ces citations sont symptomatiques. Par exemple, 1903, un congrès maçonnique de Tizi Ouzou, il faut se garder d'une assimilation complète. Il serait imprudent de donner aux indigènes les garanties d'une législation trop complexe et trop compliquée qui enlèverait à l'administration les moyens d'action indispensables pour contenir les indigènes. Donc les valeurs de la République en France ne doivent pas s'appliquer de manière véritablement dans le territoire de l'Algérien. Dans le territoire algérien. Une autre citation, « S'il est vrai que l'Algérie, par sa situation exceptionnelle, sa proximité de la mère patrie, ses institutions actuelles, calquées sur celles de la France, ne puissent être assimilées aux autres colonies françaises, entre parenthèses, proximité avec la mère patrie, c'était la mère patrie en vertu de la départementalisation de la Seconde République 1848. Mais on parle en même temps de département français, mais proximité. Donc, calqué sur celle de la France, comme si ce n'était pas la France. Voilà. Donc, bon, il y a une fiction. Il y a une fiction dans ce système colonial dans lequel se débattent, je pourrais dire, ces francs-maçons qui sont dans une situation
où la souveraineté est proclamée, mais la législation, elle n'est pas conforme, elle est particulière. Et ça se trouve déjà dans la Constitution de la Seconde République, 1848. On dit rattachement, donc départementalisation de l'Algérie. Le territoire de l'Algérie est désormais département français, c'est dans la Constitution de 1848. Mais en même temps, on trouve une disposition plus lointaine où il est dit « cela sera soumis à des lois particulières ». Voilà. Donc, souveraineté, mais lois particulières. Donc, il y a une situation d'exception, si on peut dire, de contradiction, dans laquelle les gens qui, même lorsqu'ils veulent appliquer les principes, sont absolument enfermés. Alors, je dirais qu'il y a une sorte de négation de l'égalité à travers un système discriminatoire qui distingue parmi une population. Le principe de 1789, c'était quand même on ne crée plus, on n'accepte plus de distinction au sein de la nation, au sein de l'ensemble des habitants d'un territoire qui sont égaux et qui constituent donc un corps dans lequel on n'accepte pas des discriminations, des différences, les ordres bien sûr de l'Ancien Régime, chacun le sait. Bon. Donc la nation formée de citoyens égaux, c'est un principe qui est accepté, qui est fondamental dans la République et qui en même temps n'est pas accepté là-bas parce qu'on introduit une différence entre les habitants. Autre texte, par exemple, de la franc-maçonnerie de l'époque, en Algérie, il serait imprudent de donner aux indigènes les garanties d'une législation trop complexe qui enlèverait à l'administration les moyens d'action indispensables pour contenir les indigènes et les étrangers et supprimer aux colons les conditions de sécurité qu'ils sont en droit d'exiger. Bon. Donc, une catégorie d'habitants est érigée en catégorie qu'il s'agit de défendre et dont il s'agit de faire reconnaître des droits, alors que ces mêmes droits ne sont pas reconnus à ceux que l'on désigne comme indigènes ou comme étrangers. Puis après, on francise les étrangers en vertu de la loi de 1889, qui fait débat d'ailleurs, mais on les francise, donc on francise aussi, on érige à la catégorie de citoyens les Juifs d'Algérie par le décret de Crémieux de 1870. Bon. Donc on élargit la catégorie des citoyens détenteurs de plein droit liés à la citoyenneté, et en même temps, il y a cette haute catégorie dont on ne reconnaît pas l'égalité, en quelque sorte. Bon. Avec la dénomination, qui est une domination finalement de catégorie politique, de musulmans. Musulmans, ça désigne une religion, a priori. Mais là, en l'occurrence, c'était un terme qui était employé pour créer une catégorie qu'on appelait d'abord indigène, puis après le mot indigène, à partir en gros de la guerre de 14 ou de l'entre-deux-guerres, disparaît. Mais enfin, on continue de parler de Français musulmans, enfin, continue de distinguer, et même dans le statut de 1947, eh bien, il y aura 2 collèges électoraux avec les citoyens et les autres. Donc, musulman, c'est un terme religieux, mais qui désigne une catégorie politique. Et lorsque, par exemple, des Kabyles seront convertis par les frères blancs et demanderont de ce fait de leur changement de religion, leur intégration à la catégorie des citoyens, il y aura une procédure qui durera assez longtemps et qui aboutira à la Cour d'appel d'Alger, qui aura ce jugement assez... que je livre à votre perplexité, si je puis dire. Non, ils n'ont pas le droit à la citoyenneté, bien qu'ils se soient convertis au catholicisme. Un musulman est un musulman, qu'il soit ou non mahométan. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est une catégorie politique dont les gens ne pouvaient pas sortir, même au prétexte de changer de religion. Voilà. Donc il y avait un système. Ce fait colonial est un système dans lequel ont été enfermés, en quelque sorte, des gens dont les efforts étaient déployés en faveur du développement du pays.
Et leur œuvre éducatrice, leur œuvre de développement, je n'ose pas reprendre le terme de civilisation, mais pourquoi pas, hein, civiliser dans un sens, parce que ça a été beaucoup utilisé dans le sens de coloniser, finalement, nier l'identité de gens à qui on voulait appliquer une langue, une culture autre que la leur. Mais civiliser dans le sens fort du terme, c'est-à-dire développer. Bon, ils avaient ce projet, mais ce projet, il était contradictoire avec une autorité arbitraire fondée sur la conquête. Et je terminerai peut-être en faisant référence à un livre qui était un pamphlet justement contre cette œuvre éducatrice et réformiste et généreuse et humaniste qui était, c'est Jackie Bénat qui le cite, Comment perdre les colonies, Henri Tridou en Tunisie au milieu des années 30 disait mais non, mais il n'était pas maçon et il critiquait ces éducateurs utopistes qui voulaient dispenser le savoir aux indigènes. Et il disait mais vous êtes fous, il ne faut pas les éduquer. Il ne faut pas les éduquer parce qu'on va perdre nos colonies. Ça va devenir des indépendantistes, des nationalistes. Et je dirais que, à la fois, évidemment, ils avaient raison, les gens qui voulaient développer le pays, éduquer les individus, leur apporter un savoir, une science par l'école et tout le reste. Mais en même temps, c'était pas faux. C'est-à-dire que les éducateurs, et bien souvent, quand on recueille les mémoires des nationalistes algériens, ceux qui sont devenus des maquisards ou qui ont pris place dans tel ou tel mouvement, évoquent avec émotion le souvenir de leurs instituteurs venus de métropole ou pieds noirs qui leur apportaient un certain nombre de connaissances qui les faisaient sortir de leur univers culturel. Et ils disent que ce qu'on leur a appris sur la Révolution française, ce qu'on leur a appris sur la résistance, ont été des éléments fondamentaux pour faire naître en eux leur volonté de combattre pour l'indépendance de leur pays. Alors voilà, il y a donc une contradiction. Ces instituteurs qui voulaient à la fois maintenir la présence française et puis en même temps dispenser le savoir, par exemple, comme il y en a eu beaucoup dans la franc-maçonnerie, eh bien, ils étaient dans un nœud de contradiction qui est finalement un nœud de contradiction assez inhérent dans le fait colonial. Et on a cité le nom de Guy Mollet à propos des travaux de Denis Lefebvre aussi. Guy Mollet, il est aussi dans un ensemble de contradictions. S'il prend les positions qu'il prend, peut-être est-ce, au-delà de sa personne, tout un contexte historique qui le bride, en quelque sorte, en 1956. Donc voilà, à mon avis, on ne peut pas penser cette histoire qu'on va évoquer à travers l'Algérie ou la Tunisie plus précisément, sans s'interroger sur ce fait colonial et sa contradiction dans son essence avec les principes de la République, bien qu'il se soit développé dans une partie de l'histoire républicaine sous la 3e, 4e et au début de la 5e République. Merci à Gilles Manceron d'avoir cité quelques extraits de mon ouvrage Orient disparu, qui est sorti chez Privat il y a peu de temps. Je voudrais dire plusieurs choses après l'intervention de Gilles Manceron et avant d'expliquer un petit peu le pourquoi de ce livre. C'est sûr, il est évident que toute la période de la présence française en Algérie est dominée par ce fait colonial, même si, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des tentatives d'évolution qui sont plus ou moins abouties. Mais prendre des extraits comme ça dans un livre est un peu gênant, parce qu'on ne donne pas à un moment donné les époques. La maçonnerie en Algérie est en constante évolution. Et il est intéressant de resituer les passages dans les époques. C'est vrai que le début de la maçonnerie est dominé
est dominée véritablement par l'esprit colonial. Mais à partir de 1880-1890, il va y avoir des changements sociologiques importants dans les loges en Algérie, à tel point qu'on voit arriver de nouvelles couches sociologiques, de nouvelles couches sociales, notamment des petits commerçants, des employés, etc., alors que au départ, on avait surtout des militaires et des gens issus de la colonisation. Et ils vont progressivement prendre en main les loges d'Algérie. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir un changement de mentalité à l'intérieur de ces loges. À partir de l'après-Première Guerre mondiale, on va voir même se développer à l'intérieur de la maçonnerie en Algérie un courant libéral, certes minoritaire, certes, mais qui va à un moment donné essayer d'orienter la maçonnerie vers une réflexion, et je prendrai 2 exemples comme témoins, vers une réflexion plus large sur ce que peut être la présence française en Algérie dans un cadre d'égalité de droits. Les francs-maçons, par exemple, entre 1920 et 1940, travaillent beaucoup sur le thème du rapprochement entre les 2 communautés. Et j'ai trouvé beaucoup de travaux là-dessus. Et ça, ils sont peu connus. Ils ont beaucoup travaillé sur la misère du monde musulman et comment, à un moment donné, faire évoluer les choses. Comment faire évoluer les droits civiques aussi. Alors, bien sûr, on se situe aussi dans un cadre qui a été rappelé par Gilles Manceron, qui est le cadre de la départementalisation. On est à l'intérieur de départements français. Et 3 courants, en gros, dans l'histoire, traversent cette franc-maçonnerie. Il y a un courant qui est pro-Algérie française, etc., qui ne veut pas qu'il y ait des changements fondamentaux. Il est minoritaire. Il y a le courant libéral, dont je parlais tout à l'heure, qui, lui, va, surtout après la Seconde Guerre mondiale, évoluer vers la nécessité peut-être d'aller vers une autonomisation de l'Algérie, voire au-delà, puisque certains ont préconisé dès le début des années 50 la possibilité d'une indépendance de l'Algérie. Ce courant est minoritaire aussi. Et entre les deux, il y a un courant majoritaire, très largement, de frères qui travaillent sincèrement, profondément, à une évolution de l'Algérie, à une évolution économique, sociale, peut-être moins politique, mais de l'Algérie, mais qui sont prêts, effectivement, qui sont partisans de faire, d'ouvrir un certain nombre de champs de réflexion, mais qui sont, comme certainement nous tous, profondément républicains. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à concevoir, même s'ils sont pour de larges évolutions, ils n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse, à un moment donné, enlever des départements français à la République. Donc, vous voyez toute l'ambiguïté de la situation. Je vais en revenir, quand tout à l'heure, il y a eu un extrait qui a été cité, là, était un extrait que je reconnais tout à fait, que j'ai trouvé dans un document, mais parallèlement, moi, je cite un autre extrait d'un frère qui dit exactement l'inverse. Il faut savoir qu'il y a eu tous ces courants à l'intérieur de la franc-maçonnerie en Algérie, qui dit il faut développer l'éducation, même si cela, il faut développer l'éducation des masses algériennes, même si cela doit se traduire par le rejet des Français et leur départ. Donc, vous voyez que effectivement, c'est un monde extrêmement complexe, extrêmement mouvant, traversé par des sensibilités différentes, mais ce que je veux noter, c'est qu'il n'y a jamais eu de crise à l'intérieur de cette franc-maçonnerie. Il y a eu, au contraire, des débats, beaucoup de débats, et tout cela s'est terminé, effectivement, de la manière que nous connaissons. Alors, je vais quand même, avant de parler de la manière dont ça s'est terminé, je vais parler de la manière dont ça a débuté. Une question qui me posait souvent quand j'interviens, y avait-il des francs-maçons en Algérie avant l'arrivée française? Oui. Ma réponse est oui. Il y a eu, notamment, l'histoire nous a laissé le nom de 2 consuls français qui étaient francs-maçons, Jambon Saint-André, qui a été consul de France en Algérie
à la fin du XVIIIe siècle, et Dubois-Tinville, qui était consul de France aussi, qui était franc-maçon, hein, le doute n'est pas permis, qui a succédé à Jambon Saint-André. On note même la présence d'un commerçant marseillais qui avait établi un comptoir important de commerce à Alger, Casimir Jaubert, qui était un franc-maçon notoire aussi. Et puis, il y avait des Algériens qui étaient francs-maçons. C'était essentiellement de grands négociants, de grands commerçants qui avaient eu l'occasion de se déplacer pour des relations commerciales, d'aller par exemple en Angleterre, en France ou en Italie, hein, et qui, effectivement, avaient eu l'opportunité de pouvoir rentrer en maçonnerie. Donc il y avait des francs-maçons avant 1830, mais il n'y avait pas de franc-maçonnerie. Soyons clairs. Tout commence au lendemain du débarquement des troupes françaises à Sidi Ferruch, le 14 juin 1830. Là, dans le corps expéditionnaire qui débarque, dans cette armée qui débarque en Algérie, il y a une loge maçonnique. Ah ben ça peut surprendre aujourd'hui, mais il faut savoir que c'était dans la pure tradition de ce qui s'était passé sous le Premier Empire, puisque dans les armées napoléoniennes, il y avait, dans les régiments, il y avait des loges maçonniques. D'ailleurs, on sait très bien que les armées napoléoniennes ont répandu ainsi la maçonnerie dans divers secteurs en Europe. Et bien, il y avait encore, survivance de cette époque, il y avait à l'intérieur du corps expéditionnaire une loge maçonnique qui s'appelait Cyrnus, qui avait été formée 10 ans plus tôt au 10e régiment d'infanterie légère qui était en garnison à l'île de Ré. Il faut signaler que plus du tiers des officiers de ce régiment étaient francs-maçons, y compris le chef de corps, le colonel Marthe, était franc-maçon également. En fait, c'est un faux départ, si vous voulez, parce que ce régiment n'est pas, enfin cette loge, ce Cyrnus, n'est pas à l'origine de la création de la maçonnerie en Algérie, parce que ce régiment ne resta que 5 ans en Algérie. Il fut engagé sur de nombreux théâtres d'opération, notamment contre les Hadjout, dont j'explique dans le livre ce qu'ils étaient. Il a reçu également la tâche de construire de nombreuses routes à l'intérieur du pays, ce qui peut expliquer son manque de fonctionnement. On trouvait des francs-maçons dans pas mal d'autres régiments aussi. On est certain de la qualité maçonnique d'un certain nombre d'entre eux dans ce corps expéditionnaire. L'intendant général Chénier, en particulier, Casimir Chevreau, qui était chirurgien en chef de l'armée d'Afrique, et Mab Pélissier, qui deviendra plus tard maréchal, étaient tous des francs-maçons. On y trouve même un certain colonel Magnan, qu'on va retrouver bien plus tard, comme grand maître du Grand Orient de France. Lui aussi sera nommé maréchal, il sera grand maître du Grand Orient de France sous Napoléon III. Et j'ai même trouvé la trace d'un certain Abdallah Haboun, qu'on appelait le commandant d'Asbonne, on avait francisé son nom, qui était un ancien mamelouk de l'armée du Premier Empire, qui avait été recruté lors de la campagne d'Égypte. Le 16 février 1832, 14 officiers francs-maçons appartenant à diverses loges de métropole affirmèrent leur détermination. Alors, bien évidemment, la terminologie qui est utilisée dans les documents, et Gilles Manseron a bien rappelé ce que je dis dans l'introduction, peut surprendre, parce qu'on parle d'indigènes, on parle de barbaresque, etc. C'était les termes qui étaient utilisés à l'époque dans les documents. Et ce que disent ces 14 officiers dans le document que j'ai retrouvé, ils disent leur détermination, et je les cite cette fois-ci, à prendre possession de la terre barbaresque au nom de la civilisation, au nom de la tolérance et du progrès. Dans la foulée, ils créèrent le premier atelier d'Algérie qui prit le nom de Bélisère. Alors j'explique dans le livre qui était Bélisère, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est vraiment le premier atelier constitué sur le sol algérien. Il eut d'ailleurs comme premier vénérable maître le général d'Anlion qui commandait la place d'Alger. Donc vous voyez que le point de départ de la maçonnerie est donné par les militaires. Et ce n'est pas n'importe quel militaire. Il faut dire que dans ce corps expéditionnaire et dans les officiers francs-maçons qui vont constituer les premières loges, c'était essentiellement des Saint-Simoniens qu'on y retrouvait.
Donc des gens qui sont venus à partir d'un certain nombre de valeurs, hein, à partir d'un certain champ de réflexion. Dans l'est de l'Algérie, la ville de Beaune, qui s'appelle Hannaba aujourd'hui, a été conquise en mars 1832 grâce à un célèbre coup de force que je raconte, mais je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus. Et le 23 juin de la même année, un groupe d'officiers, encore là, d'officiers francs-maçons, va constituer la deuxième loge en Algérie. Donc vous voyez, le départ est très rapide. Hein. Dès 1832, il y a une loge à Alger, une loge à Bonn. Hein, cette loge va prendre le nom d'Ismaël, hein, avec comme vénérable maître le comte Beaumont de Brivazac, qui était juge royal, puisque nous sommes sous la monarchie de Juillet, juge royal de la province de Constantine. Dans l'Ouest, ça a été un peu plus laborieux. Il va falloir attendre 1836 pour que soit officiellement installée la Française de l'Union africaine à Oran, hein, dont 12 frères, là encore, étaient des militaires. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans la création de cet atelier, c'est leur discours, hein, la lettre qu'ils envoient au Grand Orient de France. Ils disent, voilà, le but de ce nouvel atelier, clairement, nous voulons clairement le définir. Il s'agit, je les cite, de propager la civilisation et les idées françaises en Afrique, éclairer et instruire les Arabes et former avec eux une sorte d'union pour en faire un nouveau peuple français. Le premier tableau de loge montre qu'il y a déjà une trentaine de membres dans cette loge. Alors, le Grand Orient de France réagit très positivement à tout ça. Le Grand Orient de France manifesta très vite, à ce moment-là, il n'y avait que comme obédience que le Grand Orient de France, en Algérie. Le Grand Orient de France manifesta très vite un accord quasi enthousiaste à ses premières implantations maçonniques sur le territoire algérien. Voici ce qu'écrivait le grand maître de l'époque, en réponse à la demande dont je viens de parler. La maçonnerie doit se féliciter du zèle des maçons français qui, pour l'intérêt de l'humanité et la gloire de l'ordre maçonnique, ont porté dans la colonie d'Afrique le flambeau de la lumière maçonnique, ainsi que ses principes de bienfaisance et de rapprochement fraternel. Juste avant la révolution de 1848, on comptait déjà 9 loges, avec en tout 460 frères. Donc vous voyez qu'il y a eu un départ extrêmement rapide. Hein. Bélisère, la loge mère, hein, la première créée, à elle seule comptait 136 membres. C'était une loge énorme. Hein. Et c'est elle qui aida à la constitution, je ne vais pas toutes les citer, ça serait fastidieux, mais je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais il y en avait sur l'ensemble du territoire. Hein. Vous voyez tous les petits points que vous pouvez voir, là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, hein, il y en a eu sur l'ensemble du territoire. Et c'est la loge Bélisère qui a été à l'origine de la constitution de nombreux ateliers, comme les Frères de l'Atlas à Blida ou Julia Caesara à Cherchell, par exemple, en 1845. On voit donc que dans un premier temps, la franc-maçonnerie a été dominée par les militaires, en Algérie, hein, a été dominée par les militaires, mais peu à peu, les militaires vont s'effacer. Et cela pour 2 raisons. D'abord parce que les régiments, ça bouge. Hein. Certains sont rappelés en métropole et puis vont partir sur d'autres théâtres d'opération. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la circulaire Soult, que beaucoup connaissent ici, qui va interdire aux officiers de fréquenter la maçonnerie ou d'être franc-maçon. Donc, le relais va être pris progressivement par les Européens qui constituent les premiers cadres de la colonisation. Car effectivement, on va connaître entre 1850 et 1880-1890, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, une présence assez importante des colons, des gros commerçants, des gros négociants, etc. Et à partir, comme je le disais tout à l'heure, à partir de 1890, il va y avoir un changement sociologique assez notable. La question qu'on me pose souvent quand je parle de la franc-maçonnerie en Algérie, c'est, mais finalement, à l'intérieur de cette franc-maçonnerie, il y a eu très peu d'Algériens. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir pourquoi. Vous savez ou vous ne savez pas, peu importe, mais Abdelkader rentre en maçonnerie en 1864.
Alors aujourd'hui, c'est nié par les autorités algériennes, qui disent que c'est un mensonge de la colonisation. Abdelkader n'a jamais été franc-maçon. Je possède tous les documents, y compris son diplôme de maître, qui prouvent que Abdelkader a été réellement franc-maçon. Et à l'intérieur, à la fin de mon livre, dans les annexes, vous verrez les échanges de lettres entre la loge Henri IV de Paris, qui va le parrainer auprès de la loge les Pyramides d'Alexandrie, et Abdelkader lui-même, qui se félicite de pouvoir rentrer en maçonnerie. Donc je publie ces textes à la fin. Alors il y a effectivement ce que j'appellerais des manipulations idéologiques de l'histoire, des fois. En 1864, quand Abdelkader rentre en maçonnerie, il va y avoir tout un courant qui va le suivre. Il va y avoir, alors bien évidemment, hein, soyons clairs, ce sont essentiellement des lettrés, des médecins, instituteurs, interprètes, etc. Ça ne concerne pas la totalité du peuple algérien, hein, qui ne savait même pas que la franc-maçonnerie souvent existait. Mais ces lettrés sont tentés par la maçonnerie, par les idées généreuses qu'elle propage. Ces idées généreuses, d'ailleurs, moi je voudrais, il y a M. Pistre dans la salle, hein, moi je voudrais citer à un moment donné un passage. Il y a ces maçons d'avant 1877 étaient très présents sur le terrain, comme on dirait aujourd'hui. Ils avaient des œuvres charitables, il y avait des œuvres mutualistes qui avaient été créées par les francs-maçons, etc. À tel point que à Constantine, la sœur Constance des Sœurs de la Charité venait de distribuer les sous récoltés par les francs-maçons, et notamment par le tronc de la veuve de la loge Saint-Vincent de Paul. La loge Saint-Vincent de Paul donnait régulièrement le tronc de la veuve, tout au moins ce qui était récolté, aux petites sœurs de la Charité. Et cette sœur Constance n'hésita pas à déclarer à Constantine, je la cite, hein, « Recevez sans rougir les offrandes fraternelles des francs-maçons que Dieu bénira pour leurs bonnes œuvres. » Ça fait rêver aujourd'hui. Hein. Bon. Donc, à la suite de l'entrée d'Abdelkader, il va y avoir tout un courant d'adhésion d'Algériens, de l'élite algérienne, hein, à la franc-maçonnerie. Mais deux événements vont casser ce mouvement. C'est d'abord le décret Crémieux. Alors le décret Crémieux, il en a été fait allusion tout à l'heure. C'est le décret par lequel, en 1870, la nationalité française est donnée aux Juifs d'Algérie. Ils sont 37 000. On leur donne la nationalité française, et ça c'est très mal, et pas aux Algériens bien sûr, et ça c'est très mal accepté par les Algériens, très mal. Pourquoi? Eh bien parce que avant l'arrivée des Français en Algérie, les Juifs étaient considérés un peu comme des... il y avait un certain dédain à l'égard des Juifs. Hein, et donner la nationalité française aux Juifs et pas aux Algériens, c'était jugé comme assez vexatoire. Le deuxième événement, ça va être quelques années plus tard, en 1877, l'abandon de la croyance en l'immortalité de l'âme et en la référence au grand architecte de l'univers. Dès lors, par les Algériens, par une majorité d'Algériens qui s'étaient rapprochés de la franc-maçonnerie, dès lors, ça devenait pour eux inconciliable avec la foi de l'islam. Donc voilà, ça c'est... Et puis, il y a autre chose quand même que je dois vous dire. Si, à cette époque-là, pour devenir français, il fallait demander la naturalisation. Mais cette naturalisation a été freinée par la lourdeur, ça je dois le reconnaître, par la lourdeur de l'administration en Algérie, de l'administration française en Algérie. Mais on pouvait quand même la demander. Il y en a eu fort peu qui l'ont demandé. Fort peu d'Algériens ont demandé. Il y a eu 2 à 3 000 Algériens qui, entre 1870 et 1914, ont demandé la nationalité française. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'on exigeait des Algériens, et ça c'était peut-être une erreur, mais je suis obligé de le dire, c'est l'histoire, on exigeait des Algériens qui voulaient devenir français
l'abandon plein, complet et total de la loi coranique. Et ça, beaucoup ne pouvaient pas s'y résoudre. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Juste avant la Seconde Guerre mondiale, tu me diras, hein, André? Juste avant, la Première Guerre mondiale, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, il y avait en tout 36 loges maçonniques. Il y en avait 6 en Tunisie, 2 au Maroc, 28 en Algérie. 22 de ces 36 loges appartenaient au Grand Orient de France. Alors, les questions sur lesquelles ont travaillé ces francs-maçons sont extrêmement... Moi, j'ai été frappé, quand j'ai consulté les documents, j'étais frappé par tout le travail qui a été fait. Je vais vous en citer quelques-unes. Bien sûr, beaucoup de travaux ont porté sur ce qu'on appelait à cette époque-là, et c'est là où il faut le resituer dans le vocable de l'époque, la question indigène. Beaucoup de travaux là-dessus. Mais énormément de travaux sur l'enseignement, sur la manière de développer l'enseignement, sur le sort des femmes algériennes. Nous savons ce qu'il était. Je n'ai pas dit de ce qu'il est encore. Bon. Sur la condition de la femme, hein, et de son rapport à la maçonnerie. Car dès 1905-1906, on se pose la question dans certaines loges de l'entrée des femmes en franc-maçonnerie. C'est intéressant. Bon. Sur la naturalisation, sur les musulmans francs-maçons, il y en a eu. Alors, après les 2 dates que j'ai évoquées tout à l'heure, 1870 et 1877, il faut savoir qu'il y a eu, il est resté des Algériennes dans les loges maçonniques, mais 1, 2, 3 par loge, pas beaucoup plus, mais qui étaient très actifs. On retrouve la trace de leurs interventions, notamment dans les congrès régionaux. Les francs-maçons travaillaient beaucoup sur l'esprit républicain, sur la laïcité. Alors j'ai été surpris, moi, quand je me suis penché sur les documents, j'étais surpris de voir que cette franc-maçonnerie était fortement, très fortement laïque et a travaillé énormément à la préparation de la loi de 1905. Or, la loi de 1905, si elle a été appliquée sur le territoire métropolitain, ne l'a pas été malheureusement sur le territoire algérien, tout au moins dans sa totalité. Les francs-maçons sont à l'origine de la création de l'enseignement supérieur à Alger, et notamment de l'université. Je raconte dans quels termes dans ce livre. Hein. C'était une maçonnerie aussi qui était très tournée vers le socialisme. Il y a un courant socialiste très fort qui traverse cette maçonnerie. Mais c'est une maçonnerie aussi qui va travailler sur les conditions sociales, la cherté de la vie, le rôle que doit jouer la maçonnerie dans la société pour la faire évoluer, mais aussi sur les grandes questions internationales. Ce matin, dans cette même salle, je citais un passage d'un frère espagnol en 1938 qui disait, qui était venu chercher le soutien des francs-maçons algériens dans la lutte que menaient les républicains espagnols et les francs-maçons espagnols. Et il disait, attention, si vous ne nous comprenez pas, bientôt ça sera votre tour. Il ne s'était pas trompé, ce frère González. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette franc-maçonnerie? On peut dire que peut-être, le grand reproche qu'on peut lui adresser, c'est qu'elle n'a pas compris suffisamment à temps les grandes évolutions qui pointaient à l'horizon. Il y a effectivement, à partir du milieu des années 20, un mouvement sous l'impulsion de Messali Hadj, il y a un mouvement nationaliste qui commence à se développer. Ce mouvement nationaliste, qui va se développer d'abord par la création de l'étoile nord-africaine, puis au milieu des années 30 par le PPA, par le Parti du peuple algérien, les francs-maçons savent que ça existe, mais j'ai l'impression, au travers des documents que j'ai pu consulter, qu'ils ne prennent pas la mesure de ce que ça peut représenter pour l'avenir. Et puis, il y a la guerre. Alors, vous savez que la maçonnerie a été interdite sous le régime de Vichy. Elle était également interdite en Algérie. Mais la différence, c'est que les Alliés débarquent le 8 novembre 1942 en Algérie et au Maroc, et que la maçonnerie peut se reconstituer à partir de 1943 en Algérie, alors qu'elle ne se reconstituera en métropole qu'un an et demi, voire 2 ans après. Donc, au moment où
se termine la guerre, la franc-maçonnerie a recommencé en Algérie à travailler. Mais là encore, elle n'a pas vu, peut-être, elle n'a pas pris une suffisante mesure de l'extension du mouvement national. Alors, il y a bien sûr les fameux événements de Sétif qui vont se traduire par 100 à 150 morts du côté français et des milliers de morts du côté algérien. C'est un drame épouvantable. Oui, oui, oui. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de ces événements de Sétif, il va y avoir constitution d'un élargissement du mouvement national sous l'impulsion toujours de Messali Hadj, mais aussi de Ferhat Abbas, qui va constituer le mouvement pour la constitution algérienne, etc. Bien. Je passe très vite. Les premiers, d'ailleurs, députés nationalistes seront élus après les élections qui suivront le statut de 1947. Les francs-maçons, la guerre d'Algérie éclate le 1er novembre 1954. Je vais très vite parce qu'on me fait signe que c'est le temps. Les francs-maçons vont vivre d'une manière extrêmement douloureuse le drame qui se noue à partir de ce moment-là. Je multiplie les témoignages à la fin de mon livre là-dessus. Il faut savoir qu'ils vont essayer de trouver des solutions, mais la tourmente est telle que toute solution devient à un moment donné impossible, surtout les 2 dernières années. Lorsque arrive l'année 1962, il y a le départ des Pieds Noirs, qui constituait une bonne partie des membres de la franc-maçonnerie en Algérie, ce qui va se traduire par l'arrêt de fonctionnement de pas mal de loges, mais pas de toutes. 6-7 loges continuent de fonctionner après 1962, et cela jusqu'en 1972. Souvent, elles ont fonctionné grâce à l'apport de coopérants français qui étaient en même temps des francs-maçons et qui vont venir et qui vont faire vivre ces loges ou soutenir leur activité. Mais en 1972, le gouvernement boumedienne va prendre un décret qui interdira sur le territoire algérien, sur la totalité du territoire algérien, l'existence d'associations philosophiques non islamiques. À partir de ce moment, c'en est terminé de la franc-maçonnerie. La dernière loge, la loge Hippone, ferme son activité, arrête son activité en 1974. La dernière, je devrais dire non, peut-être, hein, puisque la loge Bélisaire, la première loge constituée en Algérie, a été basculée sur Marseille. Elle existe aujourd'hui à Marseille, dans le cadre du Grand Orient de France, et elle n'est d'ailleurs pas référencée sous Marseille, mais sous Alger-Marseille, parce que peut-être que cette loge, hein, je voudrais, et j'en terminerai là, André, je voudrais citer simplement ce que j'ai trouvé sous la plume d'un des derniers vénérables maîtres d'une loge d'Algérie. Voilà ce qu'il écrivait, juste avant de fermer l'activité, d'arrêter l'activité de sa loge. Notre tâche ne sera achevée que lorsque le premier maillet sera tenu par un Algérien, que le Grand Orient d'Algérie aura vu le jour. À ce prix seul n'aura pas été absolument perdu le message que le Grand Orient de France était forcé depuis toujours de transmettre dans le monde des hommes. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut peut-être être la réalité de demain. Bien, je vais aller à l'essentiel. Il est toujours très difficile, mes chers amis, d'étudier l'histoire de la franc-maçonnerie contemporaine. Et je pense que les extraits qu'a cité Gilles Manceron du livre sur les Orients disparus nous en apportent la preuve. Parce que, pour ceux qui connaissent ici la franc-maçonnerie, c'est un lieu de liberté où tout le monde s'exprime, où tout le monde dit ce qu'il veut dire, non seulement sans crainte d'être contredit ni coupé, mais en plus parce que finalement ça n'engage que lui. Et pas facile de prendre des déclarations de personnes qui n'engagent pas l'obédience.
tout à l'heure, dans son propos, notre ami Jacky, lui, citait par exemple des planches de loge qui, là, engagent, entre guillemets, la loge, c'est-à-dire collectivement des frères. Des déclarations, même dans des convents du Grand Orient de France, parfois l'extrême droite, dans ses livres, pour expliquer telle ou telle, pour mettre en avant telle ou telle position du géo, prend tel frère proche du collectivisme, tel frère proche de ci, en disant c'est le Grand Orient qui le pense. Ce n'est pas vrai. C'était le propos un peu liminaire que je voulais faire, et parce que l'histoire de la franc-maçonnerie au Maghreb en offre une parfaite illustration. Il y a des frères qui sont dans un contexte général, qui sont issus de leur propre milieu, qui ont leur vécu, etc. Il y a l'obédience, et il y a les loges qui, là, parfois, ont des positions collectives différentes. Moi, le bouquin de Jacky apporte un éclairage, c'est vrai, absolument déterminant et extraordinaire, parce que finalement sur un sujet qui est peu connu, qui a été très peu étudié. Pardon. Le dernier livre qui est traité de ça, je vous le recommande aussi, puisqu'autant faire de la publicité, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, donc je le fais d'autant plus, c'est le livre d'Éric Anduze, La franc-maçonnerie au Moyen-Orient et au Maghreb, paru en 2005, et qui dit, dès son avant-propos, et je vais partir de là, l'institution donc maçonnique au Moyen-Orient et au Maghreb, ce serait d'ailleurs différent entre le Maghreb et le Moyen-Orient, dans la mesure où, mais on y reviendra peut-être dans le débat, autant très peu de frères, entre guillemets, indigènes, pour reprendre l'expression de l'époque, ont été membres des loges, des obédiences et des loges maçonniques au Maghreb, autant il y en a eu beaucoup plus au Proche-Orient, parce que d'abord l'histoire de la colonisation était différente, et il y a eu très tôt une, entre guillemets, toujours en relativisant, il y a eu, entre guillemets, une élite locale, nationale, qui s'est créée très vite et qui a pu rentrer dans les loges. Les deux, ça, il faut faire la différence. Mais Anduze développe en disant que l'institution maçonnique dans ces contrées est, je cite, d'importation coloniale. Et les deux mots sont très importants. D'importation coloniale, c'est-à-dire que d'importation coloniale française. Donc, c'est une évidence pour l'Algérie. Pour le Maroc et la Tunisie, l'analyse pourrait être légèrement nuancée dans la mesure où il y avait une maçonnerie qui a existé avant le protectorat pour la Tunisie et avant l'arrivée des Français au Maroc. Certes, mais il s'agissait bien souvent de loges italiennes ou maltaises, donc qui n'étaient pas de notre, entre guillemets, de notre culture française. Pour ces deux dernières contrées, le Maroc et la Tunisie, on constate que la maçonnerie a pris son essor avec la colonisation. Donc, mes chers amis, nous sommes globalement face à une maçonnerie d'importation occidentale, ne s'appuyant pas sur une histoire locale, ne s'appuyant pas sur un terreau local, que d'ailleurs elle ne connaissait pas beaucoup. Cette franc-maçonnerie accompagne le mouvement colonial et fonctionne selon les règles de la franc-maçonnerie métropolitaine, adoptant pour une grande partie les thèmes et les débats venus de Paris. Et je vais faire une petite parenthèse par rapport à mon propos initial en reprenant ce que développait Jacky dans sa conclusion. Je veux dire, il est évident, mes chers amis, que les loges de la loge Bélisaire ou la loge je ne sais laquelle s'intéressent aux questions de la laïcité, s'intéressent à la question de la loi de séparation des églises et de l'État, de la loi sur les associations de 1901, voire même, ce qui peut paraître étonnant, se préoccupe de l'émancipation des femmes, voire même, encore plus étonnant, se préoccupe de la question de l'initiation des femmes, dans la mesure où le débat vient de Paris. Que ça ne les concerne pas. Mais je veux dire, nous avons des loges qui fonctionnent essentiellement. Si un convent du Grand Orient de France décide de poser la question du collectivisme, même si les loges sont majoritairement localement à droite, même la question de l'initiation des femmes, c'est parce que des frères le posent dans les convents du Grand Orient de France. C'est ça qu'il faut savoir. Donc nous sommes le reflet de la maçonnerie locale et le reflet de ce qui se passe au niveau national. Et ça ne peut pas être étonnant. Le Géo est une fédération de loges, une fédération de rites, et donc les débats transparaissent localement, même si
personne ne va se préoccuper en Algérie de l'application de la loi de séparation des églises et de l'État ou des choses comme ça. Mais ça vient circulaire de Paris. Il y a des débats dans les loges algériennes, mais que j'ai retrouvé dans le livre de Jacqui, sur l'affaire des fiches. L'affaire des fiches 1904, c'est absolument extraordinaire. Il propose même, j'ai retrouvé des notes de loge, qu'il faut vraiment penser à changer le coffre-fort de la rue. Il y a une motion d'une loge proposant de changer les clés du coffre-fort de la rue Cadet, que le secrétaire du Grand Orient de France et le grand maître soient les seuls à avoir cette clé, qu'ils ne puissent d'ailleurs pas l'ouvrir séparément. Donc, vous voyez, c'est finalement ce qui se passe à Paris arrive chez nous, fin de parenthèse. Donc c'est évident que cette maçonnerie locale évolue dans le seul cadre qu'elle connaît, celui de l'universalisme maçonnique, de cette maçonnerie née en Europe, dont elle défend et illustre les valeurs. Elle transpose donc dans le monde colonial le seul modèle qu'elle connaît. Pouvait-il en être autrement en cette fin du XIXe siècle? Certainement pas. Déjà, par les raisons que je viens de développer, mais aussi par son recrutement. Car cette maçonnerie qui n'apparaît qu'avec la colonisation est mise en place par les coloniaux, des métropolitains, entre guillemets, militaires dans un premier temps, Jacqui l'a évoqué, fonctionnaires, commerçants, entrepreneurs, professions libérales, etc. Ces maçons se cooptent entre eux, comme d'habitude, comme on fait toujours apparemment dans les loges maçonniques. Et d'autant plus que très peu de locaux, entre guillemets, pour ne pas, ça va changer du mot d'indigène, même s'il correspond à l'époque, très peu de, entre guillemets, locaux frappent à la porte du temple au milieu du XIXe siècle. Jacqui l'a montré pour l'Algérie, on trouve pour la Tunisie, c'est légèrement différent, mais globalement, il y en a très peu. Et au fil des années, le pourcentage des musulmans ira en diminuant. La raison principale, là aussi, Jacqui l'a évoqué un petit peu, mais on peut approfondir un petit peu, c'est le grand schisme, entre guillemets, dans la maçonnerie française et après mondiale, autour de 1877 et la suppression de la référence au grand architecte de l'univers. Premier point. Deuxième point, c'est lié à la question finalement religieuse, ou plutôt à la politique nationale du Grand Orient de France, marquée, et ça ce serait après 1877, la politique nationale du Grand Orient de France, marquée du sceau d'un anticléricalisme croissant, que certains apparentent à un combat antireligieux, pour schématiser, contre le catholicisme en métropole et contre l'islam au Maghreb, point d'interrogation. C'est la question qui va se poser dans ces loges. Et que, également, que les musulmans vont ressentir, disant c'est un combat anti-religieux, ça passe par un combat contre ce que nous avons, c'est-à-dire contre l'islam au Maghreb. C'est ainsi donc que ce combat est ressenti. Les musulmans en sont choqués. Alors que la notion même, et là aussi on pourrait développer longtemps, mais que la notion même de libre pensée peut leur paraître étrangère, et même étrange. C'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Et plus on avancera vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, plus finalement, moins les musulmans entrent dans les loges. La situation est différente légèrement en Tunisie, comme l'écrit Bruno Etienne, dont je vous recommande les travaux. Bruno Etienne qui déclare dans un de ses livres « Sans qu'on puisse avancer de chiffres précis, il semble que les musulmans et les juifs furent plus nombreux que dans les autres contrées maghrébines à adhérer à la franc-maçonnerie. » La Tunisie est un cas différent, mais finalement, là aussi, on en sait peu, car on a peu de statistiques, d'effectifs, etc. Et d'ailleurs, toujours pour la Tunisie, la situation paraît bien complexe, comme le montrent les travaux de la loge La Nouvelle Carthage. Dans sa séance du 15 octobre 1910, le vénérable de cette loge, le vénérable Duclos, affirme sa volonté, je cite, « d'attirer des Israélites et des indigènes intelligents, animés d'un esprit élevé et tolérant ». Fin de citation. Il regrette cependant que cette démarche d'ouverture vers ces personnes intelligentes, etc., soit mise en échec au sein même de la loge, je cite, par l'ostracisme des préjugés de race.
Vous voyez, donc il y avait des, entre guillemets, des courants différents qui s'affirmaient au sein d'une loge, de la même loge, donc ce qui fait que c'est très difficile de développer quelque chose de relativement cohérent. On conviendra, sans pouvoir s'y appesantir davantage ici, que la référence aux indigènes fort intelligents est, dans l'air du temps, même dans la franc-maçonnerie, voire empreinte d'un paternalisme certain, mais en même temps, les débats, là aussi, on peut trouver tout et son contraire. N'est-ce pas, André Combe, qui connaît parfaitement tout ça, c'est que c'est parfaitement très difficile à tirer quelque chose, mais c'est un texte qui mérite d'être cité. Alors là aussi, Jacqui développé les travaux des loges. En Tunisie, les travaux sur l'éducation sont omniprésents, avec parfois des implications locales, mais très souvent, quasi toujours poursuivre le modèle métropolitain. Pour la Tunisie, par exemple, la guerre scolaire métropolitaine, parisienne, nationale, mais locale aussi, est bien présente sur le territoire. Et les frères de la Nouvelle-Carthage s'en font l'écho. Ainsi, en 1902, quand ils demandent que l'obédience se mobilise pour que le B interdise, je cite, le territoire de la Régence à toutes les congrégations non autorisées en France, virgule, enseignantes ou pas. Donc, et là, le débat est posé, mais ces mêmes frères ne se préoccupent guère de la situation locale, de ses éventuelles spécificités. Ici ou là, on trouve dans les cartons d'archives conservés rue Cadet quelques éléments liés à ce fameux terreau local. Mais force est de constater que très souvent, ils sont surtout liés donc aux questions d'éducation. Ça, c'est ce qui passionne les frères. C'est vraiment absolument incroyable. Là aussi, souvent avec des implications dans le monde, dans le domaine scolaire, etc. Certes, toujours en liaison avec l'idéal maçonnique, mais surtout avec la volonté de lutter contre toute forme de cléricalisme. Ainsi, toujours pour la Nouvelle-Carthage, cette fois en 1892, dans un rapport sur le travail, on note que les frères regrettent que l'enseignement indigène soit laissé entre les mains des religieux. Rien finalement, mes chers amis, que de classique dans la lignée de la franc-maçonnerie métropolitaine. Et ce n'est que bien des années plus tard, toujours pour la Tunisie, que les frères locaux commenceront à se préoccuper de questions plus liées à la Tunisie elle-même, comme on le voit dans certaines planches à partir là de, ce sera largement après la Deuxième Guerre mondiale, milieu des années 20 et suivantes, donc des planches sur les revendications légitimes des peuples autochtones ou la misère du monde musulman en Afrique du Nord, ses causes, etc. Mais là aussi, j'appelle votre attention, on ne connaît pas ces planches. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Donc, je ne dirais pas que tout est possible, mais on commence à se préoccuper, mais sans qu'on sache exactement ce qu'il se passe. Et très souvent, ça viendra de frères métropolitains qui, d'ailleurs, après, connaîtront un nom, parfois dans le syndicalisme ou de la politique, dès ces années avant la Deuxième Guerre mondiale, comme André Bidet ou Bouzanquet, qui seront des militants syndicalistes nationaux après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour maçonner en paix, tous ces frères créent des loges, mais... Là, Jacqui l'a montré, et il crée des loges qui essaiment à travers tout le pays, des loges souvent glorieuses. On note aussi que, quand même, et j'en terminerai là-dessus, c'est que cette franc-maçonnerie est très, entre guillemets, politique. Elle comporte beaucoup de... Parce qu'en discutant de politique, c'est aussi des débats qui sont menés par des personnalités politiques locales. Beaucoup plus en Algérie, d'ailleurs, qu'en Tunisie et au Maroc. Souvent, dans les loges de Tunisie, c'est souvent des militants syndicalistes qui sont politiques, mais qui mettent leur action quotidienne au quotidien. J'en termine avec puisque Jacqui a fait terminer par une citation, on termine très souvent par des citations. Et j'en ai une donc de 1921. Intervenant en novembre 1921, commémorant dans une manifestation commémorant la proclamation de la Troisième République et la signature de l'armistice. Donc une manifestation organisée par la Grande Loge de l'époque, la Nouvelle-Carthage et Salammbô réunis. Le frère Laurent Chatte déclare « Athées, catholiques, musulmans, protestants, israélites, républicains, radicaux, socialistes, communistes, riches ou pauvres, il n'est pas de différence entre nous.
À la porte de notre loge, nous abandonnons dignité, rang social, opinion dogmatique pour travailler d'une volonté et d'un cœur égaux à la seule recherche de la vérité et à préparer pour les temps futurs une humanité meilleure. Ce propos donc, date de 1921, il sort du cadre que je m'étais donné, fin 19e, début du 20e siècle, mais il illustre parfaitement, mes chers amis, la position des francs-maçons coloniaux pour une bonne partie de la Troisième République. Le frère Schad, le vénérable de cette loge, nous offre une vision sans doute idyllique pour ces contrées, mais qui est le reflet de l'image qu'il se fait de la franc-maçonnerie. Une franc-maçonnerie sans doute coupée des réalités du monde colonial. Mais le modèle, et j'en reviens, je termine par le début finalement, parce que je pense que c'est déterminant, le modèle était sans doute trop fort, le modèle de la maçonnerie universelle et européenne dans laquelle il vivait. Ce modèle était sans doute trop fort pour que les frères puissent imaginer de construire autre chose. Et en ce sens-là, ils sont aussi bien représentatifs de notre époque, de leur époque. Je vous remercie. Oui, bonjour, mais Claude Santoul. Quand je me suis rentré dans cette pièce, j'avais mal lu l'intitulé. Je pensais qu'on allait parler aussi de la franc-maçonnerie sur la colonisation en Algérie. Tel que était difficile, c'est marqué la franc-maçonnerie en Afrique du Nord au camp de la colonisation, c'est ça le sujet. Excusez-moi. J'aurais aimé connaître, à propos de ça, la position du Grand Orient de France, mais la position nationale, qu'on connaît celle-là. Ce qui se dit dans les loges, on ne le sait pas. Mais la position du Grand Orient de France en France, on la connaît. Ça, c'est une première question. Je voudrais savoir, par exemple, comment le Grand Orient de France pouvait accepter l'idée qu'on définisse des hommes en Algérie comme étant appartenant à la religion. Comment pouvait-il accepter qu'il existe dans ce pays deux sortes d'hommes, des citoyens et des non-citoyens? J'aurais aimé aussi que vous me disiez, parce que je n'ai pas très bien compris, comment on pouvait passer du statut d'indigène ou de musulman d'Algérie au statut de citoyen. Vous avez dit qu'ils étaient obligés de refuser la loi, d'abandonner la loi coranique. Je voudrais bien savoir à quoi ça correspond, s'il y avait effectivement deux lois applicables là-bas, et est-ce que tout homme pouvait abandonner la loi coranique pour adhérer à la loi de la République, si vous voulez. J'avais autre chose à poser, mais j'ai oublié la semaine. Merci. Je voudrais qu'au lieu de parler du Grand Orient de France, on parle de la maçonnerie, parce qu'il y a aussi la Grande Loge de France qui est présente, donc c'est très proche du Grand Orient, et c'est la même chose pratiquement, et il y avait également quelques loges du droit humain, pour qu'on ne pas se centrer toujours sur le Grand Orient. Bon, d'abord, je le disais en introduction tout à l'heure, il faut toujours resituer les choses, et ça c'est un travail fondamental pour l'historien, dans les mentalités de l'époque. Sinon, on ne peut pas comprendre. Si on projette nos façons de penser, si on projette nos schémas actuels sur ce qui s'est passé il y a un siècle ou il y a un siècle et demi, on est sûr de pouvoir faire des contresens. À cette époque-là, effectivement, au XIXe siècle, il s'agissait effectivement de construire l'Algérie sous l'angle colonial. Les départements ne sont pas venus tout de suite, ils sont venus bien plus tard. Il s'agissait d'abord, dans un premier temps, de donner une structure coloniale. Et beaucoup de choses que nous pouvons regretter aujourd'hui, que la Ligue des droits de l'homme condamne, et elle a raison de le faire, sont produites à ce moment-là. Par exemple, un truc dont je n'ai pas parlé et que nous ne pouvons absolument pas accepter aujourd'hui, mais qui était dans la logique de cette construction coloniale, c'était le code de l'indigénat. À un moment donné, on produit un code qui va donner un statut second aux Algériens, de fait, puisque dans le cadre colonial, à un moment donné, ils sont d'abord et avant tout des sujets et surtout pas des citoyens. Donc ça, effectivement, on peut le déplorer aujourd'hui, mais c'était dans la logique d'une certaine construction. Il s'agit de... On n'avait pas, si vous voulez, les approches que nous avons aujourd'hui. J'ai envie de dire quand même une chose. C'est une expression que j'utiliserai. Cette maçonnerie en Algérie,
qui va évoluer très fortement à partir de la fin du XIXe siècle vers des notions plus ouvertes, des notions plus égalitaires ou égalitaristes, etc., cette maçonnerie sera toujours dans le cadre de ce que j'appellerais un colonialisme humaniste. Car la chape coloniale ne disparaîtra jamais totalement, mais elle sera teintée à certains moments, et surtout dans les dernières décennies, en franc-maçonnerie, s'entend, d'une volonté humaniste qui transparaît dans beaucoup de documents. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, ou à vos différentes questions, mais en tout état de cause, je tiens beaucoup à ce qu'on ne juge pas les événements du XIXe siècle à partir de nos approches d'aujourd'hui. Je suis d'accord pour le XIXe siècle, mais il me semble qu'à l'époque de Guy Mollet, les esprits, ils avaient changé en métropole. Je comprends très bien que les maçons qui appartiennent à des loges à Alger aient une position coloniale. Je le comprends. Mais mon problème, c'est Guy Mollet. Moi, il disait en 1956, l'état d'esprit, c'est le nôtre. C'est là que je ne comprends pas, si vous voulez. Il me semble. Moi, je ne peux pas me projeter dans le 19e siècle. Ah, oui. Mais en 1854, je peux. Alors, ce qui est intéressant, oui, mais je comprends bien ce point. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce que déclarent les différents convents. Enfin, moi, je me suis penché uniquement sur les convents du Grand Orient de France, tu m'excuseras, André. Ce que déclarent les convents dans ces années-là. Ils sont très ouverts, d'abord au dialogue, un dialogue nécessaire entre le FLN qui s'est constitué et les autorités françaises pour essayer de trouver des pistes de solution. Et surtout, on voit qu'à partir de 1957-1958, les convents du Grand Orient de France n'écartent plus l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Plus du tout. Alors, bien sûr, il y a cette fameuse fracture de 1956 où la gauche se fait élire pratiquement sur un mot d'ordre, paix en Algérie, et Guy Mollet va rappeler les réservistes, va envoyer le contingent en Algérie à partir de l'été 56. Oui, nous le savons. Vous m'excusez, je n'étais pas forcément là pour parler de ça aujourd'hui. Et je ne pensais même pas. Moi, je suis là pour parler de la franc-maçonnerie et dans le monde colonial et non pas, et dans le Maghreb et pas du tout pour ça. Donc, je n'ai pas envie de répondre sur ce. On organise, si vous le voulez, on organise une réunion. Je viens en reparler et on passe la journée à parler de. On peut passer la soirée à parler de Guy Mollet, du vote des pleins pouvoirs avec la quasi-totalité de la Chambre des députés, etc. Par la totalité et la politique gouvernementale de Guy Mollet, entre guillemets de Guy Mollet, qui était le président du Conseil, d'un Conseil des ministres et qui était soutenu par, qui a été soutenu non seulement par le Parti communiste au début, mais ça c'est autre chose, par son gouvernement. Le seul ministre qui est démissionné sur l'affaire algérienne, dans un premier temps, c'est Pierre Mendès France. Je veux dire, donc il y a le soutien de la quasi-totalité, dont on ne va pas ouvrir un débat là-dessus maintenant. Ça me paraît, moi je suis là pour parler de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, et ce que je trouve intéressant, c'est que, vous voyez, parce que la franc-maçonnerie qui est le reflet de son époque. Je veux dire, qui est le reflet de son époque. Ce qui ressort à la fois des propos, c'est qu'on est dans un monde. Donc, moi je suis là pour parler des années 1900, etc. Je ne suis pas là pour parler, mais on vient... Je suis le biographe de Guy Mollet. J'ai écrit un bouquin sur lui. J'ai passé 20 ans à travailler sur lui. Et pour aller jusqu'au fond du problème, pour vous montrer que je ne fuirai pas le débat, j'ai même écrit un livre sur Guy Mollet et la torture pendant la guerre d'Algérie. Je dois vous dire, je veux bien en parler. Vous m'invitez, nous en parlons quand vous voulez. J'ai dit sur ce point-là. Oui, juste une petite réaction sur l'esprit de l'époque. Il faut voir qu'au XIXe siècle, il y a des débats parmi les républicains. Et certes, c'est l'esprit qui a prévalu, cet esprit colonial, par exemple, qui irrigue la société européenne d'Algérie. C'est celui qui a prévalu, mais il y a des débats. Il y a des débats dans la société métropolitaine, il y a des débats dans le courant républicain. Et les débuts de la Troisième République sont marqués de débats très vifs. Au moment où justement on discute pour la première fois de la légitimité ou pas du fait colonial, de la conquête du Tonkin ou de Madagascar, il y a des députés républicains qui disent
Mais je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes à nous lever dans cette Assemblée, dans le Parlement, pour protester contre les paroles de Jules Ferry. Si vous voulez, il y en a qui sont scandalisés. Et il ne faudrait pas croire qu'on peut simplement dire aujourd'hui on pense ça, au 19e on pensait ça. Parce qu'il y a aussi des débats au 19e siècle sur le fait colonial. Mais il y a aussi quelque chose qui a prévalu très nettement dans la société française, dans les dernières décennies du 19e siècle, et surtout dans la société coloniale européenne d'Algérie. Alors, le projet, me semble-t-il, des premiers francs-maçons qui sont avec l'armée dont a parlé Jacques tout à l'heure, eh bien, Jacques Bénat tout à l'heure, il se situe quand même dans un processus de conquête, de domination et de francisation de ce territoire, avec l'idée qu'il faut le franciser pour le civiliser, quoi. Bon, et c'est ce qui prédomine, et c'est ce qui, à mon avis, condamne, quelles que soient les ambitions libérales et l'esprit éducatif de ces hommes qui ensuite ont poursuivi la franc-maçonnerie, condamne finalement l'échec final, qui n'est pas un résultat du hasard, mais un résultat d'un certain nombre de données qui relèvent de cela. Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, parce qu'on n'y a pas répondu jusqu'à présent, que faisait-on pour acquérir la citoyenneté, nationalité, on disait aussi française, parce qu'ils étaient sujets français. Alors, avant 1870, pour les Juifs, comme pour les musulmans, pour tous les indigènes, puisque les Juifs en faisaient partie, eh bien, il fallait faire des procédures individuelles. Et ni les musulmans, ni les Juifs, en grand nombre, n'en initiaient des procédures individuelles. Il n'y en a pas davantage chez les Juifs que chez les musulmans. Et ce qui a été fait en 70, c'était de conférer, d'octroyer la citoyenneté, la nationalité aux Juifs. Et c'est ce que les musulmans demandaient. Quand Jaurès, en 98, se rend en Algérie, il rencontre Viviani qui est, lui, opposé. Il est pied noir et il est opposé à l'acquisition, l'octroi de la citoyenneté aux musulmans. Mais Jaurès dit, mais on l'a donné aux Juifs en 70. C'est le moment où il commence à prendre conscience de la question de l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus, Jaurès. Et il dit, il faut la donner aussi aux musulmans. Il faut la donner à tout le monde. Ben quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le suffrage universel, c'est une valeur républicaine? C'est un principe républicain ou pas? Bon, il écrit ça à un moment, Jaurès, bien qu'auparavant, il était très influencé par l'idée ferriste de la civilisation, etc. Mais il écrit ça en 98. Bon. Et ça ne sera fait que par De Gaulle en 58, quand il dira « il n'y a ici qu'une seule catégorie d'habitants ». Ben, c'est élémentaire. On est en France, on est dans une France républicaine, ou pas? Tout le monde ne fait plus partie qu'une seule catégorie, ou pas? On peut dire que De Gaulle, à ce moment-là, il applique un principe, il proclame un principe républicain élémentaire. Tout le monde est citoyen, tout le monde a le droit de voter, et puis après on discutera ce que deviendra ce territoire. Bon, et voilà. Et sinon, auparavant, pour répondre à votre question, il fallait des procédures individuelles qui étaient fort sélectives, parce qu'il y avait un frein administratif, et c'est le fameux plan Violette, Blum-Violette au moment du Front populaire, qui veut donner la citoyenneté à 20 000 environ. Eh bien, ça sera bloqué par la société européenne, disons, les forces parmi ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs d'Algérie, qui s'opposeront à ce qu'on accorde cette citoyenneté à 20 000 personnes. Voilà, donc la question est, est-ce qu'on leur donne la citoyenneté? Est-ce que c'est des citoyens ou est-ce que c'est des sous-citoyens? À mon avis, c'est ça la question fondamentale et qui est inhérente au fait colonial jusqu'à sa fin. Et quand De Gaulle a voulu donner le droit de vote à tout le monde, chercher une solution politique à partir de la reconnaissance que tout le monde a le droit de s'exprimer et donner son avis, y compris les musulmans qui étaient largement majoritaires, musulmans entre guillemets, encore une fois, qui étaient largement majoritaires, eh bien, il s'est heurté à un refus des extrémistes. Et alors là, je me permets d'introduire une petite remarque à propos du livre de Jacques Bénat.
Jackie Bénat, pardon. Donc, les francs-maçons qui sont assassinés ou les sièges qui sont plastiqués, et vous en citez plusieurs, hein, c'est l'OS. C'est l'OS. C'est pas, à ce moment-là, le FLN qui a commencé à négocier en mai 61 sur la base d'un référendum de janvier 61 qui dit oui à l'autodétermination en France et en Algérie, très majoritairement, 75% des votants. Donc on cherche une solution politique du côté du pouvoir français de Gaulle, avec le soutien de la majorité de l'opinion française et d'Algérie, bon, sauf les pieds noirs qui sont, eux, majoritairement opposés. Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'esquisse? On cherche une solution politique ou pas? Et ceux qui sabotent cette solution politique, ceux qui assassinent Max Marchand, franc-maçon et éducateur, inspecteur des centres sociaux, etc., c'est l'OS. Donc, ça ne veut pas dire que le FLN n'ait pas assassiné des Européens auparavant, mais il y a un moment où, au contraire, il y a une alliance objective entre le FLN, le GPRA, qui négocie maintenant avec De Gaulle, et puis justement, l'État français. Et contre cette alliance, eh bien, les extrémistes font une espèce de folie de violence qui frappe y compris des francs-maçons. Et à mon avis, la violence à la fin de la guerre, 61-62, c'est une violence de l'OAS dont sont victimes des francs-maçons qui, eux aussi, se rallient, me semble-t-il, majoritairement, peut-être Jacques Bénat va me contredire là-dessus ou me préciser les choses, mais enfin qui sont quand même à la recherche d'une solution politique, me semble-t-il, en majorité. Me semble-t-il. Hein. Bon, d'abord, bonsoir. Je voulais vous remercier de nous avoir informés sur cette franc-maçonnerie en Algérie et apporter un témoignage personnel. J'ai vécu 22 ans en Algérie, j'y suis née, d'une famille qui arrivait d'Espagne, de républicains espagnols, qui avaient fui l'Espagne au début du XXe siècle pour trouver peut-être l'Eldorado en Algérie, puisque c'est la misère qui les a fait partir d'Espagne. Mon grand-père a abandonné femmes et enfants pour aller défendre la République en Espagne et y rester après, bien sûr, au moment de la République. Je voulais surtout dire que dans ces loges franc-maçonnes, ces loges, il y avait quand même une super élite, parce que les colons ne faisaient pas la majorité des Algériens. Et je parle algérien, aussi bien les Français algériens, les pieds noirs, comme vous dites, et dont je faisais partie avec grand respect, et je suis ravie d'être une pied noire. Il n'y avait pas beaucoup de personnes de la société moyenne en maçonnerie. Et vous avez bâti votre discussion sur cette élite qui avait une vision tout à fait différente de la vision que nous pouvions avoir, nous, pieds noirs ordinaires, je dirais, de l'Algérie. L'Algérie n'était pas faite de colons et de personnes riches, elle était faite d'ouvriers, elle était faite de paysans, et elle était faite, je parle de ma propre expérience bien sûr, à l'école laïque, à l'école publique, nous étions considérés tout à fait comme des égaux, aussi bien les petits musulmans que les petits juifs et que les petits pieds noirs, plus ou moins catholiques, parce que ma famille était plutôt communiste. Donc, les enfants, effectivement, on a tous appris que nos ancêtres étaient les Gaulois, ça c'est certain, alors que peu d'enfants dans la classe avaient des ancêtres gaulois, et les petits musulmans allaient apprendre l'arabe à l'école coranique le mercredi, puisque là, on les entendait de chez nous réciter le Coran pour apprendre l'arabe.
Tout ça pour dire que je crois les gros problèmes qui se sont créés en Algérie ne sont pas le fait des pieds noirs simples. Je pense que c'est le fait d'une élite qui n'a pas toujours bien compris. Et acquérir la nationalité française, ça s'est fait dans ma famille, puisqu'ils étaient espagnols, des deux côtés d'ailleurs, aussi bien du côté de ma mère que de mon père. Et pour acquérir cette nationalité française, eh bien, ils ont été à la guerre, tout simplement. Et le film Indigène montre bien... dans ce film, j'avais l'impression de revoir mon père qui nous racontait comment il était parti d'Algérie avec ces fameux indigènes, et il nous a raconté la traversée de l'Italie, la remontée jusqu'en Alsace avec les troupes indigènes. Voilà. Merci pour le témoignage. Je dirais deux petites choses tout de même. La première, c'est que les idées qu'on pourrait appeler maçonniques ne sont pas partagées par la majorité des Européens d'Algérie. Deuxièmement, il faut faire une étude sociologique sur la composition des loges. Je ne suis pas sûr, mais qui va me répondre que ce soit l'élite qui fréquentait les loges. Et les loges, il y avait beaucoup d'instituteurs, beaucoup de personnes de milieux moyens, de petites gens. C'était pas l'élite ni de l'argent, ni même automatiquement de la culture. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je ne te reprends pas, surtout pas, parce que je suis en complet d'accord. Ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de Gilles Manseron tout à l'heure, c'est que à propos du projet Bloom-Violette en 1936, qui envisage de donner la naturalisation française, la nationalité française à 20 000 musulmans, même un peu plus, peu importe, ce ne sont pas les pieds noirs qui refusent. C'est essentiellement ceux qui dirigent l'Algérie, c'est-à-dire les colons, les grands possédants, les grands armateurs, etc. Le peuple d'Algérie n'a jamais été consulté sur cette question. Il n'a jamais eu à se prononcer là-dessus. Ce que je voudrais dire ensuite à propos de l'OAS, c'est que, et effectivement, la guerre d'Algérie, on le sait, dure 8 ans. Elle est jalonnée de part et d'autre. Moi, je ne mettrai aucune des deux parties en avant. Elle est jalonnée de massacres, de meurtres, de plus ignobles et plus épouvantables les uns que les autres, à tel point que je voudrais vous lire un passage. Le convent en métropole, en France, le convent du Grand Orient de France, décide en 1960 que son président serait le vénérable maître de la loge Hippone à Bonn, en 1960, au moment où vraiment les choses avaient pris une allure tout à fait dramatique. Et voici dans son discours ce que disait ce maître Yana, qui était le vénérable maître et le président du convent. Il dit cette Algérie dont on croit trop souvent, il appelait l'Algérie souffrante, cette Algérie dont on croit trop commodément qu'elle n'est composée que d'ultras, parce que les ultras sont les plus bruyants et parce qu'ils disposent des moyens les plus conséquents, son peuple est angoissé, l'inquiétude le dévore. Il pense qu'aucune solution ne pourra être imposée, encore moins acceptée, tant que la sécurité de ces populations, aussi bien européennes que musulmanes, ne sera assurée. Notre intervention, sous-entendu l'intervention des francs-maçons, dans cette douloureuse affaire est souhaitable, elle est nécessaire. Nous sommes en mesure, parce que débarrassés du sectarisme et des préjugés, de rapprocher les hommes. Nous saurons faire comprendre aux uns et aux autres qu'il ne sert à rien de se haïr et de se déchirer. Ce maître Yana va devoir quitter l'Algérie 2 ans plus tard parce que il y a effectivement les meurtres de l'OAS qui sont tout à fait condamnables, mais il y a aussi une campagne qui est développée dans les derniers mois par le FLN sous le titre ô combien dramatique, La valise ou le cercueil. Et à partir de ça, effectivement, beaucoup de Français décident de partir vers la métropole. Alors, ce que je voudrais dire à propos de l'OAS, c'est que j'ai connu Max Marchand. Max Marchand était inspecteur d'académie à Bonn avant de prendre la direction des centres sociaux à Alger. Il avait été plastiqué à Bonn par l'OAS, effectivement, et il avait fallu le déplacer très rapidement.
et il a été malheureusement retrouvé par l'OS à El Biar et massacré, on peut dire, hein, avec 5 autres inspecteurs de l'éducation nationale. Je ne vous dirai pas tous les noms, mais je citerai en particulier Mouloud Feraoun, qui était un grand personnage. Et ben, nous sommes, je crois, André et moi en particulier, mais beaucoup d'autres, très attachés à la mémoire de Max Marchand, qui était un franc-maçon tout à fait extraordinaire et admirable. Et moi, j'ai été particulièrement heureux que le Grand Orient de France donne le nom de Max Marchand à un des temples de la rue Cadet. Bonsoir. J'aimerais connaître l'état de la franc-maçonnerie au début des années 60, 15 ans après les persécutions du gouvernement de Vichy, et quelle est l'influence ou l'influence supposée de la franc-maçonnerie quant aux conditions de départ ou de retour des Français d'Algérie vers la métropole. Je voulais savoir quel était l'état de la franc-maçonnerie au ddébut des années 60, 15 ans après les persécutions de Vichy. L'influence qu'elle a pu avoir dans les conditions de départ et de retour des Français en France. Alors, en Algérie, la maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure, a été interdite dès 1940, hein, au même titre qu'en France ou en métropole, si vous voulez. Par contre, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu de déportation. Les francs-maçons ont été interdits d'exercer des professions publiques, etc., toute une série de choses. Il y a eu tous les interdits que nous connaissons dans les lois maçonniques de Vichy, mais il n'y a pas eu de déportation. Les archives ont été saisies, mais pour la plupart n'ont pas été envoyées en France. Certaines, oui, mais pas toutes. Loin s'en faut. Alors, en 1960, eh bien, il y a en Algérie environ 25 loges qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire algérien. Moi, je suis frappé quand je me suis penché sur les livres d'architecture de certaines d'entre elles, et on m'a donné très récemment, quand on a su que je travaillais sur ce type de questions, le livre d'architecture de l'Union africaine à Oran, le dernier livre d'architecture, que je vais donner d'ailleurs au musée du Grand Orient de France. Et ce livre d'architecture s'arrête brutalement à la fin 1961. Parce que dès le deuxième semestre 1961, j'allais dire, c'est plus que l'inquiétude. C'est plus que l'inquiétude. Ça va devenir la panique dans le premier semestre 62. Et les loges d'Algérie, certaines d'entre elles vont arrêter de fonctionner et vont repartir après, vont renaître en 1963-1964, mais pour une poignée d'années, pas plus. Avec, comme j'ai dit, avec soit... alors moi j'ai des noms d'Algériens qui participent au fonctionnement de ces loges, mais avec aussi des coopérants français, francs-maçons, qui vont venir les faire fonctionner.